Pierre Werber, merci beaucoup de nous accorder ce temps d'interview. De tout temps, l'être humain a relevé de nombreux challenges, depuis l'exploration des terres lointaines jusqu'à celle de l'espace. Le héros de votre livre part à la découverte de ses vies antérieures grâce à l'hypnose régressive. Le pouvoir de la pensée serait-il un nouveau territoire à explorer selon vous ? Oui, je pense qu'à l'époque de Jules Verne, les domaines qui faisaient rêver, c'était le fond des mers, c'était la Lune, c'était l'espace, c'était le ciel. Maintenant, on a exploré toutes ces zones, donc on a des nouveaux challenges, on a des nouvelles frontières. Et ces nouveaux challenges, ces nouvelles frontières ne sont plus de l'ordre de la géographie, mais ils sont plutôt de l'ordre de la psychologie. J'ai écrit un livre sur les rêves, qui me semble un continent entier à découvrir, un livre sur l'après-vie, un livre sur les vies antérieures, une vie sur les âmes errantes. Tout ça, ça me semble des domaines qui pour l'instant peuvent sembler un peu fantastiques ou irrationnels, mais qui un jour peut-être feront partie du quotidien des gens. Dans mon livre précédent, qui s'appelait Depuis l'au-delà, je raconte quand même que Thomas Edison a développé un brevet pour une machine pour parler aux morts. Il espérait qu'un jour, dans tous les foyers, il y ait une machine pour parler avec les morts. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, la science et la technologie rejoignent ce qui semble être de la sorcellerie. Et toute science, a priori, à un moment, passe pour une forme de magie. Et vous êtes vous-même prêté à l'exercice de l'hypnose régressive. Que recherchez-vous à travers cette exploration et qu'est-ce que ça vous a apporté à titre personnel ? Alors, moi je crois que l'intelligence n'est pas la finalité de l'évolution de l'esprit humain, c'est la prise de conscience. Nous sommes dans l'aventure de la conscience. On peut être très intelligent, résoudre des problèmes mathématiques, jouer bien aux échecs et avoir une conscience très réduite. Et de la même manière, on peut être très stupide, très stupide selon les critères usuels, et avoir un niveau de conscience élargi. Par exemple, ça peut être le cas, je pense, des peuples primitifs qui sont en contact avec la nature, qui restent connectés à toute forme de vie et qui ne savent peut-être pas utiliser un ordinateur. Mais moi, ce que ça m'a apporté, depuis que je suis petit, je suis un curieux. Quand je suis devenu journaliste scientifique, j'ai essayé le plus souvent possible d'aller faire des expériences, d'aller dans les laboratoires, voire d'expérimenter moi-même les nouvelles technologies ou les nouveaux états de conscience. Donc j'ai fait un article sur les rêves lucides et j'ai pratiqué le rêve lucide. J'ai fait un article sur l'hypnose et j'ai pratiqué l'hypnose. Et j'ai fait un article sur l'hypnose et les régressions dans les vies antérieures. Et j'ai pratiqué l'hypnose avec des régressions dans les vies antérieures. C'est juste pour moi une documentation, mais moi ce que ça m'apporte, c'est déjà ma propre évolution. Je peux vous garantir que l'écriture de la boîte de Pandore m'a complètement changé. Mais ça m'a complètement changé dans un domaine, c'est que j'ai compris en écrivant la boîte de Pandore que cette vie était ma vie idéale. C'est-à-dire que toutes mes vies, c'est la meilleure, c'est celle-ci. Et que tout ce que j'ai actuellement, tout ce que je suis, je l'ai souhaité. J'ai souhaité mes parents, j'ai souhaité naître en France, j'ai souhaité être un homme, j'ai souhaité être écrivain, j'ai souhaité cette interview maintenant, j'ai souhaité diffuser. C'est pour ça que je vais faire un spectacle tout à l'heure. Toutes ces choses-là ne font partie que d'un projet, mais que ce projet existait avant ma naissance. Et c'était le projet de mon âme. Voilà. Mais je m'en suis convaincu en écrivant ça. Après, j'arriverai jamais à le prouver. De toute façon, c'est le grand avantage du romancier par rapport au scientifique. Je n'ai rien à prouver, j'ai rien à vendre. Je n'ai pas de mystique à proposer, ni de spiritualité pour convaincre qui que ce soit. C'est juste des questions nouvelles, des outils nouveaux que je présente. Et après, chacun, selon son niveau d'évolution personnelle, selon son niveau de conscience, va les utiliser ou pas. Et vous évoquez vos vies antérieures comme une réalité tangible. Qu'est-ce qui fait que vous vous affranchissez avec tant de détachement en fait, du regard des autres et de leur jugement par rapport à ça ? Je suis précisément romancier. Ouais. L'avantage du romancier, c'est que je n'ai pas à prouver qu'il y a des vies antérieures. J'ai juste à suggérer que ça fait partie des possibilités. Quand j'étais journaliste scientifique, j'ai bien vu, il y a les deux clubs, là, ceux pour tous et j'y crois et j'y crois pas. Mais j'y crois pas, ça s'applique aussi à l'astrophysique. Ça s'applique aussi à la découverte des origines de l'humanité, aux dinosaures, à l'origine de l'univers. C'est-à-dire que sur
toutes les théories scientifiques qui semblent pour nous évidentes, ben, il y a encore des gens qui y croient ou qui n'y croient pas. Et même, je crois que de manière planétaire, la théorie darwinienne est moins admise que la théorie créationniste. C'est-à-dire que la plupart des êtres humains, les 6,7 milliards d'êtres humains sur Terre, pensent que le premier homme était Adam, et ou en tout cas un homme particulier qui a été créé par Dieu. Donc, on n'arrivera jamais à connaître une vérité certaine, on n'arrivera jamais à faire plaisir à tout le monde. Donc, pourquoi ne pas aller visiter toutes les hypothèses et puis sentir pour chacun est-ce que ça nous parle ou est-ce que ça ne nous parle pas. Quand je fais une conférence, je sais que si je parle d'hypnose régressive, il y a plein de gens qui vont se dire « Ah ben bien sûr, ça marche » et d'autres qui vont se dire « C'est quoi ce truc bizarre ?» Bon ben voilà, ceux pour lesquels ça a du sens en profiteront, et ceux qui se disent juste c'est une jolie histoire et ça fait rêver les autres mais pas moi, ben tant pis, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine vie, ils en profiteront. Mais à ce propos, dans votre livre, l'hypnose régressive, elle est représentée par votre héros René comme une, alors je cite, une voie d'accès à l'inconscient, un mode d'introspection plus rapide et plus spectaculaire que la psychanalyse. Alors, le lecteur y retrouve plusieurs fois dans votre ouvrage une sorte de mode d'emploi pour tenter l'expérience. Pensez-vous que cette incitation soit sans danger et à la portée de tous? Alors, je crois que l'expérience de l'hypnose régressive, c'est un peu comme faire de la plongée sous-marine. D'abord, vous avez intérêt à y aller avec quelqu'un, surtout la première fois, donc un guide, quelqu'un qui vous parle et qui vous regarde où vous en êtes et qui gère ça. Deux, il faut y aller pas avec n'importe qui, il faut y aller prudemment et surtout mettre un système, s'il y a un problème, de remonter tout de suite. Voilà. Donc c'est vraiment comme la plongée sous-marine. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font la plongée sous-marine et qui n'ont pas de pépins, et il y a des gens qui font la plongée sous-marine et qui ont des pépins. Donc il faut s'entourer de sécurité. Si on a un doute, on n'y va pas. Si on n'est pas bien dans sa peau, si on est en une période de déprime, d'angoisse, une période, ou alors des gens qui sont alcooliques ou des gens qui sont drogués, je leur déconseillerais d'aller se mettre dans des états ou d'aller rechercher à se mettre dans des états parallèles. Il faut être bien en forme, il faut être tranquille, entouré de bienveillance. Voilà. C'est ce que je pourrais donner comme conseil, mais ça s'applique aussi à la psychanalyse, ça s'applique aux rêves lucides, ça s'applique à toute expérience. Mieux vaut être propre et sécurisé avant d'y aller. Maintenant, moi ce que je fais aussi comme hypnose, c'est que je propose aux gens d'aller dans leur vie la plus agréable. Donc je ne leur propose pas de revenir pour aller voir leur traumatisme passé. Donc je leur dis, vous allez aller d'un endroit très agréable, dans lequel il se passe des choses très agréables pour vous, qui vous apportent de la joie. Si jamais ils se retrouvent dans un hôpital ou une prison au milieu d'une bataille, je leur propose de revenir rapidement. Voilà. Mais c'est jamais arrivé parce que précisément, je suis très clair. Vous allez ouvrir une porte qui est la porte où il s'est passé votre plus grande histoire d'amour, ou votre plus chouette aventure, ou un moment où vous avez eu l'impression que tout était merveilleux. Mais on va dans du positif. C'est une forme, ce que je propose, est une forme de tourisme dans son inconscient. Ce n'est surtout pas une forme de thérapie. Et je crois savoir qu'en effet, qu'il y a des gens qui, en plongeant les gens en hypnose régressive, veulent leur faire retrouver leur traumatisme passé. Ça me semble complètement stupide. Si on a oublié les traumatismes passés, c'est précisément parce qu'ils doivent être oubliés. Si c'est pour se retrouver prisonnier, en train d'en vouloir à quelqu'un, ça n'apportera rien de positif. Voilà. Est-ce que vous aimez l'idée d'une âme en chemin, d'une âme qui apprend? C'est quand même quelque chose qui est un peu en fil rouge dans votre livre. J'aime bien cette idée, qui est une idée en plus qu'on retrouve dans le bouddhisme, dans le judaïsme, dans le chamanisme, que notre âme est une entité autonome qui utilise des corps pour pouvoir faire des expériences. Teilhard de Chardin, d'ailleurs, qui est un philosophe chrétien, disait nous ne sommes pas des corps équipés d'un esprit, mais des esprits équipés d'un corps. Et je crois que ça résume bien la sensation que j'ai, à force d'écrire des livres et de me pencher sur la question. C'est en fait cette enveloppe qui va s'abîmer, qui va être malade, qui va connaître des expériences agréables ou désagréables. C'est comme une voiture pilotée par
mon âme. Mais ce n'est qu'un véhicule. Ce n'est pas la finalité. Par contre, le véhicule, on a intérêt à bien l'entretenir si on veut qu'il roule longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui la psychologie laisse penser que nous sommes le produit de notre héritage familial, qu'on a été modelé, ça modèle nos forces, ça modèle nos névroses. Dans votre livre, le héros, il découvre que sa personnalité, elle s'est forgée bien au-delà. Il a vécu 111 vies, aussi diverses que complémentaires. Il se rend compte que ce sont ces vies-là qui l'ont forgé. Est-ce que vous pensez que nous serions le produit d'un ensemble d'expériences qui s'agrègent, qui nous façonnent à travers les siècles, et que peut-être c'est ce qui va nous aider à atteindre quelque part la perfection, un peu à l'image des Atlants? Oui. Votre question était parfaite, donc je ne vois pas ce que je peux rapporter de plus, mais c'est exactement ce que je pense. Je crois qu'un peu comme le bac, l'objectif c'est de se libérer du cycle des réincarnations. Tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas évolué, on revient et on apprend. Donc il n'y a pas de mauvaise vie, il y a des vies où on apprend peu et des vies où on apprend beaucoup. L'idéal est d'apprendre beaucoup. Mais pour apprendre beaucoup, il faut expérimenter. Si vous avez une vie où vous naissez très riche et que vous faites que gérer l'argent de vos parents, et puis que vous faites une famille, et puis que vous devenez vieux, et puis que vous mourrez à l'hôpital, sans vous poser de questions, vous n'aurez pas appris. Donc peut-être vous serez tenté de faire une vie où vous êtes très pauvre pour apprendre. Mais il n'y a pas de mauvaise vie. Et on peut très bien naître dans un pays en guerre ou un pays dans lequel le statut des femmes est très dur, et on peut malgré tout arriver à réussir. Mais c'est sûr que quand on est en France en l'an 2000 et qu'on est dans un pays quand même où il y a des libertés, on n'est pas en guerre et il y a une hygiène minimum, c'est plus facile que dans des pays où il y a une exploitation une exploitation de la population, soit par des dictateurs, soit par des pouvoirs corrompus. Donc on peut gagner avec n'importe quel jeu, comme au poker, vous pouvez avoir, mais on est là surtout pour apprendre. Et vous pouvez avoir une vie extraordinaire si vous n'avez rien retenu, elle ne servira à rien. Et vous pouvez avoir une vie très ordinaire, mais où vous êtes posé les bonnes questions, et vous avez donc peut-être profité de cette vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas être dans le jugement. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne vie. Il y a des vies dont notre vie précédente pensait que c'était nécessaire pour comprendre, et ça a marché ou pas. Votre héros dit à un moment, je le cite, « Je vais simplement continuer à éveiller les esprits. Tant que je peux, je suis vivant et j'agis. Le reste est accessoire. » Est-ce qu'à travers l'écriture et le partage de vos expériences, vous avez envie de participer à cet éveil? De manière très humble. Alors, la réponse est très simple. J'ai fait récemment une de mes vies précédentes où je me suis retrouvé dans les Andes, dans un petit village de 400 habitants à peu près. J'étais formé pour être herboriste. Donc j'étais disciple herboriste. J'apprenais comme pharmacien, apothicaire, j'apprenais à utiliser les plantes, les arbres. Et j'ai des souvenirs très précis de ma formation. Et mon maître, qui était donc un vieux monsieur qui avait une sorte d'atelier rempli de plantes, me dit n'oublie pas, il faudra que tu trouves toi aussi un disciple, comme moi je t'ai trouvé. Et je dis oui, oui, oui. Puis il est mort, il me dit n'oublie pas, il faut que ce que tu m'as promis, tu vas trouver un disciple. Et je n'ai pas trouvé de disciple. Et quand moi je suis mort, j'avais une angoisse, et bon sang, j'ai appris plein de choses, et j'ai trouvé personne pour le transmettre. Et ça, c'est une angoisse terrible. Et quand j'ai vécu cette vie, je me suis dit, cette vie-là, si j'ai autant envie de transmettre, c'est précisément parce que je ne veux pas avoir ce même pépin qui est j'ai reçu beaucoup et je n'arrive pas à donner. Est-ce que vous pensez que nos rencontres, nos épreuves ont une raison d'être? Gabe, à un moment dans le livre, dit rien n'est grave, tout a une raison d'être. Alors, je pense que tout ce qui nous arrive a une raison d'être. Je pense qu'il y a aussi des familles d'âmes qui cherchent à se retrouver. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je voyage et je rencontre beaucoup de monde. Je me demande tout le temps, est-ce qu'il y a des gens de ma famille d'âmes qui sont là? Je donne des possibilités de les rencontrer. Je crois que on préprogramme sa vie. C'est-à-dire, moi je crois que je me suis préprogrammé à être écrivain. Je me suis préprogrammé à
à choisir la vie que j'ai choisie telle qu'elle est, et après je n'ai fait que rentrer, c'est comme s'il y avait un chemin, et je n'ai fait que suivre ce chemin. Mais on a un libre arbitre qui nous permet, alors qu'on voit le chemin, de faire demi-tour ou d'aller sur le côté. Rien n'est écrit, le futur n'est pas écrit, il n'y a pas de... On n'est pas comme un train sur un rail. On peut sortir du rail, on peut faire demi-tour. Donc on a un mérite si on réussit, et on peut échouer. Ce n'est pas grave, mais c'est dommage. Surtout d'échouer quand on a un bon jeu. Et le quid de votre pouvoir de décision? D'un côté, Opale dit oui, si tout est écrit, je n'ai aucun pouvoir de décision. Et de l'autre, vous avez René qui dit le libre arbitre est plus fort que la fatalité. On a un peu les antagoniques. Parce que c'est le vrai débat. Moi-même, je me demande, est-ce que je fais des choix ou est-ce que ces choix ont été préexistants? Alors, je pense qu'ils sont un peu préexistants, mais je vous dis, j'ai le libre arbitre pour... là, si je veux sortir et me faire écraser pour mourir, rien ne m'en empêchera. Par contre, il y a des rendez-vous que j'ai dû inscrire et en fait, l'objectif consiste à être attentif. Voilà, le maître mot, c'est vigilance, être attentif. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est si je vais revivre, je choisirais exactement la même vie, mais j'ouvrirai plus grand les yeux. Le drame, c'est les gens qui ne sont pas assez attentifs et du coup, qui ratent les rendez-vous, qui ne reconnaissent pas les gens, qui ne voient pas le chemin. Et j'explique ça dans mon livre et je l'explique dans mes conférences, mais je vous avouerai, j'ai l'impression que peut-être moi-même je ne suis pas encore avec les yeux assez ouverts, je ne suis pas assez attentif et je fais d'énormes efforts. Je pratique la méditation pour essayer d'être plus vigilant, plus concentré, mais je crois que j'ai beaucoup d'efforts à faire pour essayer de repérer tout ce qui se passe de fantastique autour de moi et de comprendre en quoi je dois rentrer en interaction. D'où l'importance d'être dans le moment présent et c'est très difficile. Être dans le moment présent est très difficile parce que notre cerveau est toujours projeté dans un futur proche. Est-ce que vous connaissez déjà le sujet de votre prochain roman et qu'est-ce que vous avez envie d'y explorer? Alors mon prochain roman va être la suite de Demain les chats et le thème, en fait, c'est une prolongation du premier Demain les chats, c'est la place de l'homme. Est-ce que nous sommes l'espèce la plus intelligente? Est-ce que nous n'avons pas des comptes à rendre à ces petits animaux qui sont autour de nous, que ce soit les chats, les chiens, mais peut-être aussi tous ces animaux que nous mangeons? Et il y a une réflexion sur est-ce que notre civilisation est vraiment aussi solide et aussi pérenne que nous le croyons? Et tout est raconté du point de vue d'un chat, d'une chatte pour être précis, et en plus ce qui m'a amusé beaucoup dans l'écriture du premier et que je plonge dans le deuxième, c'est que c'est une chatte qui est extrêmement égocentrique, diva et très prétentieuse, donc c'est un personnage attachant. Merci pour ce moment que vous nous avez accordé.